Déjà, le comment utiliser Bon, ben, je vais commencer. C'est à peu près tout le monde. Alors, cet exposé qui va durer une petite demi-heure, hein, c'est pas très très long. Il concerne, alors il n'y a pas de caractère proprement scientifique, c'est plus pour décrire en définitive la vie de femmes qu'on a appelées les calculatrices, d'accord. Et donc, pour resituer un petit peu le contexte, voilà. Donc nous sommes en gros dans le dernier quart du 19e siècle, aux États-Unis et à l'observatoire de l'université de Harvard. Au sein de cette université, on y fait évidemment de l'observation, de la recherche, et il va s'agir de déterminer, de mieux comprendre quelle est la nature d'objets célestes que l'on observe, que l'on photographie, sur des plaques de verre. Et pour ça, eh bien, au sein de cet observatoire, il y a évidemment un directeur qui est un astronome, plutôt physicien, d'accord, et puis une équipe de calculatrices, c'est-à-dire 2 personnes qui sont chargées tout simplement d'étudier les plaques et puis d'en déterminer la nature. Donc ça, c'est l'observatoire de Harvard à la fin du 19e siècle. Bon, si certains d'entre vous connaissent, ils l'ont peut-être connu comme ça, ou ont peut-être connu son évolution, je ne sais pas. Et puis, le type qui dirige, j'ai coupé le fond, le type qui dirige cet observatoire, il s'appelle Charles Edward Pickering, alors qui est un type qui est sans doute doué, hein, qui évidemment fait des recherches. Il a un petit défaut quand même, c'est que il est misogyne. Alors vous me direz que bon, mais en même temps, c'est vrai qu'il a besoin tout simplement de personnel, parce que photographier effectivement un certain nombre d'objets célestes, c'est bien, mais il compte quand même sur des personnes pour en déterminer la nature. Et tout en étant misogyne, il a sans doute considéré que c'était pas incompatible avec ses intérêts financiers, puisque tout simplement, il va recruter évidemment ces femmes, mais en même temps, il va les sous-payer. C'est-à-dire que s'il avait pris des hommes, évidemment, bah, fallait payer un peu d'argent. Bon, et là, il s'est dit, après tout, alors, évidemment, les femmes qu'il a recrutées, bah, ce sont des femmes qui ont fait des études, caractère scientifique, soit en mathématiques, soit en physique, voilà. Il y avait du physique aussi? Oui, également. Alors, pour parler de ces femmes, j'ai pris une femme, un peu une espèce de figure emblématique, mais il y en a d'autres dont je vais vous parler. Il y a donc Henrietta Oswald Leavitt, qui est américaine bien sûr, qui est née le 4 juillet 1868 à Lancaster, c'est dans l'état du Massachusetts, d'accord. Et donc Henrietta Leavitt, c'est la fille d'un pasteur, et donc elle va grandir au sein d'une famille nombreuse, ils sont 7 enfants. Voilà. Cette famille, elle est, du fait de l'appartenance de son père à une congrégation religieuse, est relativement traditionnaliste et puritaine, voire rigoriste. Mais son père qui était, alors on pourrait sans doute, comment dire, classer cette famille, si on ramenait ça aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler en gros la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire bon, des gens CSP+, comme on dit aujourd'hui. Mais son père avait dû remarquer que dès sa plus jeune enfance, du moins dans son milieu scolaire, elle avait dû manifester effectivement certaines qualités, et donc eh bien, il va l'encourager à faire des études. Et quand même, bon, que dans un tel milieu, une jeune fille fasse des études, ma foi, c'était pas quelque chose de surprenant, mais on aurait pu penser que, comme destinée, en gros, ça aurait été ensuite de se trouver un mari, de se marier, d'avoir des enfants, de fonder une famille, s'insérer tout simplement dans cette bonne société américaine. Donc, Henrietta Leavitt, eh bien, tout simplement, elle va effectivement faire des études, et de 1886 à 1888, elle va étudier dans un collège, d'accord, je vous laisse le lire, si vous le connaissez, voilà, hein, Oberlin College, et puis c'était la société for the Collegiate Institution of Women, et donc c'était le fameux Radcliffe, n'est-ce pas, collège,
Et elle va en sortir diplômée en 1892. Et là, elle va évidemment recevoir un enseignement qui est relativement complet, puisque elle va étudier le grec classique, elle va étudier les beaux-arts, la philosophie, la géométrie analytique et les mathématiques. On peut considérer quand même que là, elle se dote d'un cursus qui est quand même relativement complet. Et puis, ensuite, elle va, en 1892, lors de sa dernière année dans ce collège, elle va obtenir un bachelor, donc un bac, hein, voilà. Et puis, une licence, d'accord. Alors, je corrige, d'accord. Et donc, lors de cette dernière année, elle va faire un stage, et du moins, plutôt, elle va assister à un cours qui est donné par des chercheurs du laboratoire d'Harvard. Ça va visiblement lui convenir, puisque elle va décider d'étudier l'astronomie en tant que telle. Et donc, en 1895, elle va devenir assistante à l'observatoire de l'université d'Harvard, découvrir la photométrie et décida d'en faire sa spécialité. Et donc, c'est elle qui va établir, entre autres, la fameuse relation période-luminosité des céphéides. Je ne rentre pas dans les détails, je suppose que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Alors, son implication au sein du laboratoire. Alors, il faut savoir quand même que, au tout début, elle a travaillé de façon bénévole. Voilà. Qui devait d'ailleurs satisfaire Pickering, puisque... Alors, elle travaillait de façon bénévole parce que tout simplement, globalement, sa famille était relativement disposée quand même, une situation relativement aisée, donc voilà. Parce que, à l'époque, si j'ai bien lu en définitive, et si j'ai bien regardé un certain nombre de documents, ce laboratoire, il était surtout financé par des donations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas sans doute, de crédit d'État. Donc Pickering, évidemment, fallait qu'il cherche, évidemment, de l'argent. Et en employant, évidemment, un certain nombre de femmes sous-payées, il devait y trouver son compte. En fait, Charles Pickering a refusé de l'embaucher. Et donc, elle a insisté et elle a demandé à le faire bénévolement. D'accord. Et là, il a accepté. Très bien. Voilà, alors donc, elle a travaillé quand même sur un grand projet de l'Observatoire, qui avait donc été lancé par ce Edward Charles Pickering. Donc, et puis, le projet, ça a visé à déterminer la magnitude de toutes les étoiles mesurables. Et au cours de ces travaux, eh bien, elle va collaborer avec trois autres, alors j'ai choisi trois autres collègues à elle, mais qui ont eu aussi leur importance dans ce domaine. C'est Williamina Fleming, Annie John Cannon et Antonia Mori. Elles étaient 13 apparemment dans le groupe. Bon, là j'en ai choisi 3, il y en a d'autres, évidemment, mais donc certaines, vous allez voir, elles ont quand même trouvé quelques résultats. Alors donc, les calculatrices, puisque c'était le nom qui leur avait été donné, puisqu'elles travaillaient évidemment au sein du laboratoire. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à l'époque, les femmes n'avaient pas accès à la coupole et au télescope. Alors la raison qui était invoquée, était quand même assez particulière, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes pour les femmes au sein des coupoles. Et donc dans ces cas-là, ça permettait de refuser tout simplement l'accès aux femmes à ces coupoles. C'est un peu fallacieux, mais globalement c'est l'argument qui avait soi-disant été employé. Voilà. Donc elles étaient dans une salle tout simplement en train de travailler. Alors quand même, bon, Pickering était, tout en étant misogyne et sexiste sans doute, bon, il était quand même pas stupide, et donc il avait quand même remarqué que ces femmes avaient des compétences en physique et en mathématiques, et puis il considérait aussi que, ma foi, elles étaient beaucoup plus patientes et beaucoup plus précises. Donc elles avaient globalement toutes les qualités pour faire ce travail, et comme je le répète, en étant sous-payées, donc ma foi, en définitive, il ne pouvait pas y avoir de mieux voilà, comme personnel. Voilà. Alors le travail, il consistait à étudier des plaques photosensibles, qui apparemment sont plus sensibles à la lumière que l'œil humain. Voilà.
Et puis, Henrietta Leavitt, eh bien, elle va partager tout simplement au sein de cette équipe, hein, et elle va travailler avec donc Williamina Fleming, qui, lorsque, s'il y a des astrophotographes parmi vous, lorsque vous photographiez la tête de cheval, eh bien, ça je ne le savais pas, mais c'est Williamina Fleming qui a découvert la nébuleuse de la tête de cheval. Voilà, je l'ignorais. Voilà. Voilà, donc, voilà. Et puis, il y a aussi Annie John Cannon, qui fut une des principales femmes astronomes, et puis également, il y a Antonia Mori. Alors, il y en a d'autres, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez toutes citées, évidemment. Voilà. Donc, voilà les calculatrices. Hein. Donc, Pickering avec... alors, il faut savoir aussi que les femmes, là, ce groupe de femmes, pour Pickering, était considéré comme son harem. Ouais. Voilà, considéré que c'était son harem. Voilà, donc, ma foi... Pourrait-on parler de misogynie? Pourrait-on parler de misogynie, de sexisme, voilà. Alors, on pourra toujours se dire que ça correspondait à une certaine époque, voilà, où... bon. On se moque, mais actuellement, en informatique, Ouais. le montage des plaques numériques sont Ouais. faits quasiment exclusivement par les femmes, D'accord. pour exactement les mêmes raisons, plus patientes, plus précises et surtout moins chères, plus malléables. Donc, en gros, ça n'a pas beaucoup Et changé. actuellement, vous avez une base à Orléans, ils sont 260 D'accord. personnes, et donc il n'y a pas que Pickering qui le fait, et on Ouais. le fait maintenant. Donc, on peut dire qu'il y a une certaine continuité, Ah, il y a la misogynie tout voyez, le temps, hein, mais il y a aussi générationnelle. la La reconnaissance des reconnaissance, c'est une compétences. compétence, voilà. Voilà. Il y a même une discontinuité parce que le nombre de femmes en sciences a sérieusement chuté depuis la réforme au lycée. Ouais. Et donc on se bat. Moi je fais partie de Femmes et Sciences au niveau national et on se bat pour aller auprès des femmes pour leur dire, les jeunes filles en particulier dans les lycées, qu'elles peuvent faire de la science. C'est même pas continu, c'est discontinu là. Ouais. Alors donc, en matière de découverte, hein, c'est ce que j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc, alors, s'il y a quelques erreurs, éventuellement, vous les corrigez et puis vous me le dites. Hein. Mais normalement, au sein du laboratoire, donc Henrietta Leavitt, elle était chargée d'établir un classement précis de 46 étoiles proches du pôle Nord céleste, permettant de déterminer leur magnitude, apparemment jusqu'à l'échelle 21. C'est quand même assez important parce que quand on sait que magnitude, Oui. bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une magnitude, hein, voilà. Et puis, elle va aussi établir une autre échelle dans chacune des 48 portions de la voûte céleste. Ça veut dire déjà qu'elle était engagée dans un travail qui était quand même relativement conséquent. Et puis, entre 1908 et 1912, elle va découvrir au sein des nuages de Magellan que certaines étoiles variables sont très régulières dans leur... voilà. Ce sont les céphéides. Elle travaille dans l'hémisphère sud. Elle avait dû se déplacer... Ah, alors, d'accord. en même temps, tout en faisant en travaillant, bon, elle a voyagé aussi. Voilà. Bon, à l'époque, les gens se déplaçaient quand même, hein, notamment les scientifiques. Hein, ils ne passaient pas leur vie essentiellement dans... Voilà. Alors, je vous disais que Henrietta Leavitt avait des collègues, et donc j'en ai pris 3. Hein. Donc, Annie John Cannon. Alors, c'est quand même des femmes qui savaient aussi faire valoir leurs droits, parce que certaines ont quand même manifesté par rapport aux conditions qui leur étaient offertes, enfin qui leur étaient imposées, je veux dire, pour le faire, hein, notamment concernant la rémunération. Alors, Annie John Cannon, elle a développé un système de classification de différents types d'étoiles, jusqu'à la magnitude 9, qui est à la base de ce qu'on appelle la classification de Harvard. Je vous avoue que je n'ai pas poussé pour savoir ce qu'est la classification de Harvard, mais je suppose que dans le domaine de la physique et de l'astronomie, ça correspond effectivement à quelque chose. Et puis, en 1901, elle a publié la description de 1122 étoiles les plus brillantes, notamment les classes d'étoiles, d'accord, notées par des lettres correspondant à leur type spectral. Bon, Corinne est intervenue cet après-midi, et puis lorsqu'elle a fait les présentations sur
constellations, hein, les différents types spectrales, pour nous le Soleil CG, bon, et puis les autres étoiles, et voilà. Ils se sont servis de ces Voilà, résultats bon, pour donc, faire- Ouais. voilà, hein, je vais pas insister Frères là-dessus. et sœurs, voilà, ils s'en sont servis de ces Voilà. résultats pour faire le mélange. Donc pareil, c'est une femme qui a aussi participé quand même à déterminer beaucoup de choses. Et puis alors là, ce qui est intéressant, c'est Williamina Fleming. Alors Williamina Fleming, elle a une vie un peu particulière parce que tout simplement, alors elle est d'origine écossaise. Elle a immigré aux États-Unis avec son mari et un jeune garçon qui avait une dizaine d'années. Et arrivé aux États-Unis, son mari l'a abandonnée. Elle s'est retrouvée sans ressources. Et donc, il a bien fallu qu'elle trouve un travail. Et donc, elle a été embauchée comme bonne par Pickering. Bon. Et là aussi, sans doute, alors, une femme aussi qui a fait quelques études, Pickering a dû noter, puisque visiblement, elle a eu accès à l'observatoire, elle a visiblement, elle en a manifesté un certain intérêt pour le travail, et donc, petit à petit, elle a intégré l'observatoire, et en se formant, elle est devenue astronome, d'accord, hein, et donc, à elle seule, elle a découvert 59 nébuleuses, donc je rappelle la tête de cheval, hein, 310 variables et 10 nœuds bas. Bon, quand même là, un parcours qui est quasiment exceptionnel. On commence par bonne, puisque bah, crevée de faim, donc il a fallu à un moment donné qu'elle trouve une solution. Et puis elle termine quand même avec un cursus. Voilà. Et puis Antonia Mori, qui avait analysé par spectroscopie l'étoile binaire Beta Lyrae, et donc un cratère, elle, porte son nom sur la Lune. Même chose, bon, je n'ai pas tout détaillé de tous les travaux sur lesquels elles se sont penchées. Oui, il faudrait refaire des présentations chaque année sur... Voilà, pratiquement. Bah oui, tu vois, ça peut être aussi... Mais bon, simplement pour dire que, globalement, au sein de cette équipe, on avait quand même des femmes qui avaient une qualification certaine et qui ont participé et qui ont permis d'élaborer et de déterminer un certain nombre de choses. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, les femmes n'avaient pas accès au télescope, bon, pour une des raisons que j'évoquais. Et donc, Henrietta Leavitt, elle va attendre 7 ans avant de bénéficier d'un poste de titulaire, qui va être payé 30 cents $. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui en euros. C'est correct? C'était correct? Oui, Le prix d'une femme de ménage, voilà. C'est la maquette. Et puis, c'était et puis toujours, le salaire de base. ouais, toujours donc le père Pickering qui, quand même, comme je le disais, Il n'est pas si misogyne, alors il sait reconnaître... voilà, il savait quand même reconnaître le travail effectivement de ces femmes. En 1902, il va la nommer à la tête du département de photométrie stellaire, et nous dit-on dans lequel elle va effectivement exceller. Donc là, elle va véritablement avoir un travail important. Et donc, dans cette période, elle va, au sein de ce département de photométrie, découvrir plus de 2400 étoiles variables, et en 1912, la relation période-luminosité sera confirmée. Travail quand même qui est relativement important. Donc je rappelle que comme ses collègues, elle fut victime de misogynie et puis que donc ce groupe était considéré comme ce harem. Et puis Pickering quand même, il avait un copain, d'accord, et ce copain s'appelait Enjar Enspong. On en a encore parlé cet après-midi, d'accord. Et donc, alors apparemment, d'après ce que j'ai lu, Pickering se serait arrangé quand même pour qu'une partie du travail d'Henrietta Leavitt, d'accord, puisse être, alors c'était valorisé, mais puisse être en partie récupéré par Hirschsprung, d'accord. Donc, apparemment, il se serait approprié une partie de ses recherches. C'est ce que j'ai lu, d'accord. On appelle l'effet Matilda. Hein? On appelle Matilda. Eh ben, je vais terminer par l'effet Matilda. Voilà. Désolé. Et donc, ça a permis à lui de déterminer les différentes céphéides dans la galaxie. Voilà. Donc, là, il y a à la fois la misogynie, mais il y a en même temps... alors, c'est un sentiment contradictoire, parce qu'il y a les intérêts sans doute de l'observatoire, il y a effectivement l'intérêt de voir que ces personnes, femmes, pouvaient éventuellement faire évoluer les travaux de l'observatoire,
et en même temps ne pas tout à fait quand même reconnaître dans leur totalité une partie des travaux, voire aller filer à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il faut seul Lévite. C'est l'usage Mais au début j'avais marqué de l'ombre à la consécration. Non, j'ai pas, je regarde si j'ai pas sauté une... Édouard Edol, tiens. Non, voilà. C'est lui. Alors, Hubble, par contre, plus tard, va reconnaître son travail de recherche, et puis Shapley, alors Shapley avait succédé à Pickering, l'observatoire, d'accord? Non. Et donc, ils ont reconnu effectivement son travail, qui leur a permis d'affirmer que le Soleil est éloigné du centre de la galaxie, et que cette dernière est éloignée du centre de l'univers. Pour peu qu'on parle de centre, puisqu'aujourd'hui... Bon. Mais à l'époque, c'était tout simplement la formulation employée. Alors par contre, durant son voyage, elle a voyagé quand même durant ces années, et puis elle avait contracté une maladie. Et donc elle a été confrontée à cette maladie, mais elle va quand même continuer à travailler au sein du laboratoire, mais elle demandera à pouvoir, tout simplement, à terme, de pouvoir travailler à domicile. Pickering n'était pas trop d'accord, donc il lui a proposé une augmentation de salaire pour qu'elle puisse continuer à venir au laboratoire. Mais malheureusement, Henrietta va perdre progressivement l'ouïe, du fait justement de la maladie qu'elle avait contractée pendant ses voyages. Elle va devenir pratiquement sourde et elle va être atteinte d'un cancer. Et elle va décéder en 1921 à l'âge de 53 ans, qui est quand même relativement. L'hommage, donc elle est enterrée évidemment dans le cimetière, près là où il y a, comment dire, un emplacement lié à sa famille. Hein. Par contre, sur sa tombe, il n'y a aucune épitaphe qui y figure. Alors, est-ce que c'est du fait quand même, parce qu'elle était quand même restée très proche de sa famille, très proche effectivement des idées religieuses de sa famille. Je parlais tout à l'heure effectivement d'un milieu assez rigoriste, sans doute qui ne... Voilà. Est-ce que ça justifie qu'on ne cherchait pas tout simplement à... Voilà. Non. Mais par contre, en hommage à son travail, il y a un astéroïde qui a été nommé 5383, Lévite, d'accord. Et puis il y a un cratère sur la surface cachée de la Lune qui porte son nom. Et donc, voilà. Et donc, en 1926, il y a un membre de l'Académie des sciences de Suède qui ignorait sans doute qu'elle était décédée, proposa que le prix Nobel de physique lui soit attribué. Sauf que on ne décerne pas un prix Nobel à une personne décédée. Pourtant, les prix Nobel arrivent des années plus tard après l'apparition de... Oui, mais la personne n'est pas morte. Oui, mais imagine, des fois c'est 20, 30 ans, quoi. Conclusion, je vous avais dit que je tiendrais à peu près une demi-heure, d'accord. On peut dire que même dans le domaine des sciences, supposées être composées d'esprits brillants, les femmes scientifiques ne furent pas à l'abri des préjugés. Matilda Joslyn Gage, qui était une féministe américaine, qui avait défendu les Afro-Américains, qui avait défendu tout simplement les minorités, qui avait défendu les peuples premiers, d'accord, avait considéré avait fait remarquer que les femmes scientifiques profitaient moins que les hommes des retombées de leurs recherches. Voilà, fin de l'histoire. D'où l'effet Mathilda. D'où l'effet Mathilda. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des compléments qui peuvent être... Mais si vous Pickering, il y a eu le prix Nobel, il y a pas de compte. Oui, Grâce à ces travaux-là. Oui. Donc, Il y a un livre
Il y a un livre qui sort en ce moment par Françoise Combe, Oui. qui est la présidente de l'Académie des sciences, qui s'appelle Petite histoire de la cosmologie, où elle rend hommage à toutes ces femmes, donc y compris. Et il y en a une aussi, c'est Payne. Oui, Payne, Et quand oui. on parle de Erspoon, et donc le Erspoon and Russell, en fin de compte, dans ce cas-là, c'est Russell qui a piqué le travail de Payne, qui avait détecté qu'il y avait beaucoup d'hydrogène dans le Soleil. Elle avait détecté plus de 60%, on lui avait dit c'est n'importe quoi. Et 4 ans après, Russell a découvert la même chose. Et donc, c'est le nom de Russell. Alors qu'elle, dans sa thèse, elle a dû dire, je pense que elle a dû mettre des bémols parce qu'on lui a dit c'est n'importe quoi. Effectivement, j'avais vu qu'il y avait Payne aussi, j'aurais pu la rajouter pour... Et petite histoire de la cosmologie, ça vient de paraître au CNRS, ça vaut 11 €. Et c'est donc par la présidente de l'Académie des sciences. Et alors maintenant, on a une présidente aussi à l'Académie des sciences, donc les femmes sont... Alors, l'observatoire de Harvard, je crois qu'ils avaient... C'était un des premiers à avoir un télescope, je ne sais plus si c'était 11 pouces ou 18 pouces. Donc, alors, globalement, j'ai pas creusé sur, je pense que peut-être que certains d'entre vous le savent, apparemment c'était des plaques en verre sur lesquelles on faisait effectivement de la photo, donc il devait y avoir effectivement des points lumineux, et donc ces femmes étaient chargées tout simplement de trouver, en gros, de déterminer de quoi il s'agissait, puisque on est quand même dans une époque où, même si on avance dans le domaine des sciences, on ignore encore beaucoup de choses. C'est Henri Draper à la base qui voulait le... Donc, il y a eu la nécessité de... On dit aussi qu'elle travaillait à la cave, hein, là-bas au laboratoire, Ouais. on l'avait mis dans une cave, donc bon, elle a récupéré un cancer, mais c'était peut-être pas dans les meilleures conditions. Et à la base du harem de Pickering, au départ de la création, c'était la veuve de Henri Draper qui avait donc Henri Draper qui souhaitait faire un catalogue de toutes les étoiles et faire de la reconnaissance de tout au niveau de la classification des étoiles. Et quand il est décédé, en fait c'est sa veuve, comme c'était un ami de Pickering, qui a décidé en fait de financer ce programme de classification d'étoiles et de démarrer tout ça. Et au départ, quand ils ont demandé aux premiers, aux étudiants et aux jeunes astronomes, mais ils ont dit oh non, c'est trop, c'est un travail trop rébarbatif, non, on le fera pas, c'est pas, voilà, c'est comme ça que ça démarre. Alors j'ai pas creusé sur, je disais, il y a eu 7 enfants dans cette famille. Je ne sais pas si des frères ou des sœurs ont suivi aussi une carrière scientifique, j'ai pas creusé. Bon, je pense quand même que parmi d'entre vous, il y en a beaucoup qui connaissaient l'histoire d'Henrietta Leavitt, pas du moins par son nom. Et puis les travaux qui se faisaient sans doute au sein de cet observatoire. C'est le diagramme de Leavitt-Payne. Leavitt-Payne, oui, c'est les deux combinés de deux femmes. Je vais changer, moi. Je vais l'appeler Leavitt-Payne, oui. Aussi. Donc c'est, comment dire, c'est une présentation qui est succincte, hein, mais c'est simplement, en gros, voilà, retracer la vie, tout simplement, de ces femmes je pense que, à part sans doute le milieu scientifique, qui connaît, si on se mettait aujourd'hui dans n'importe quelle ville, dans une rue, et qu'on doit, alors, en tant que scientifique, on pourrait nous dire, bah oui, il y a, Marie Curie, voilà, mais citer des femmes qui ont eu ce rôle important, je pense que là, à mon avis, il y aurait beaucoup de blancs parce que, bah, effectivement, en même temps, c'est pas quelque chose qui est diffusé largement. Il y a une astrophysicienne belge, Yael Nazé, qui a commencé à démocratiser justement l'astronomie au féminin. Ouais. Et elle est venue, elle a fait des conférences, il y en a qui sont disponibles sur, je pense sur le site du YouTube de Florence et puis d'autres trucs, et elle a fait des livres de Florence. Ouais. Et elle avait écrit un livre, donc justement l'astronomie au féminin, aux éditions du CNRS. Mais malheureusement, il n'est plus édité. D'accord. Et elle avait repris pas mal depuis l'Antiquité, de Hypatie jusqu'à pour des pulsars. Ah oui, jusqu'à sur les pulsars de radio. Alors, j'ai pas développé tout ce qui est photométrie, bon, c'est pas mon domaine.
D'accord? Voilà. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui font de la photométrie, qui ont cette connaissance, bon, ont besoin de... hein, comme moi, je ne maîtrise pas la totalité de ces questions scientifiques, je ne suis pas rentré dans le domaine, mais bon, je suppose que quand même pour beaucoup d'entre vous, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc voilà, j'ai tenu ma demi-heure, puisqu'on m'a demandé de faire une demi-heure. Jusqu'à 1960, au conseil d'administration d'Harvard, il n'y avait que des hommes. Ah ouais? En 1960, il y a eu une femme qui a participé, et à partir de cette année-là, ils ont commencé à chercher pourquoi sur le tableau d'honneur des élèves et ceux qui étaient partis à Harvard, il n'y avait que des hommes. Et donc elle a commencé à rencontrer des femmes, plusieurs, qui étaient anciens élèves et qui avaient eu un prestige américain plutôt, qui n'ont pas connu tellement de nous, et dans les années 80 seulement, Henrietta Leavitt apparaît sur le tableau, enfin c'est un mur, hein, où il y a toutes les inscriptions, comme un mur de contemplation, où elle est citée avec sa date de naissance et l'ensemble de ces femmes qui sont là. Même dans la loi de l'homme, En quelle année il y a une femme à l'Académie des sciences dans les académies en France? La première femme, c'est en 1979, qui vient de mourir, c'était une mathématicienne. Ah oui. Et en 1979, la première femme à l'Académie des sciences. Mais là, regardez comme quoi, regardez comme quoi une image peut être trompeuse. Quand vous prenez cette image, vous avez Pickering qui est là, on peut se dire, mais ce type, c'est fantastique. Il a une empathie quand même pour la gente féminine, qui est absolument admirable. Il ne va travailler qu'avec des femmes. En définitive, c'était pas tout à fait ça. Il était intéressé, oui. Voilà, donc on peut dire qu'une image, une photo, effectivement, on peut lui faire dire beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, il savait détecter parce que sa bonne, au départ, il a découvert qu'elle était très active, et donc il a décidé de passer des heures pour la former. Donc pour apprendre le langage mathématique au départ. aussi en donnant des postes de responsabilité. Non, mais c'est pour ça que, comment dire, c'est une attitude très contradictoire, hein, à la fois, sachant qu'il peut s'appuyer sur ces femmes, bon, en même temps, il est pas fou. Il n'a jamais cité dans ses travaux quand il a publié. Voilà, c'est là qu'il faut voir. Alors bien sûr, il a du mérite. Ah oui, ah bah non, mais il a donné la chance à celle qui était le plus douée. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne l'a jamais cité. Il les a pas accolés à ses travaux quand il les a publiés. En même temps, bon, c'était quelqu'un quand même qui était brillant, quoi. Hein, et puis il n'a rien à enlever. Il les transmet avant, c'est pas mal quand même. Hein? Il les repérait. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est toute la contradiction de... Et on le voit, de toute façon, il n'était pas le seul, hein. Ça devait être une pratique assez courante, certainement, parce que c'est très très rare, même aujourd'hui, dans les années 80 et 70, de voir un astronome accoler à côté de son nom les travaux d'une femme qui l'a aidé. Alors, on a eu un cas quand même dans les années 70 d'un russe, bon, même si on n'aime pas trop les Russes en ce moment, mais Churyumov Gerasimenko, c'est un des rares astronomes ayant découvert une comète qui a associé la femme qui l'a aidé. Mais il y a une autre femme dont les travaux ont été littéralement, comment dire, c'est une biologiste. Par rapport à je ne sais plus comment il s'appelait le type là, d'ailleurs qui a eu une orientation un petit peu particulière, j'ai plus le nom, et donc, mais c'est un biologiste, je crois, dans le domaine universitaire. La découverte de l'ADN. Oui, un truc, je ne sais plus comment elle s'appelle cette femme. Ah, mais c'est dans tous les domaines de la science, hein, c'est pas quand c'est dans tous les domaines, dans tous les temps. Alors à Femmes et Sciences, en ce moment, chaque année, on publie un calendrier, où on met plein de femmes et sciences. Donc je sais qu'il y a Lyon en 2025, et donc quand on intervient dans les lycées, on peut leur montrer des femmes qui sont scientifiques, mais aujourd'hui, et scientifiques que du métier de technicien au métier de chercheur. Donc on ne
pas faire peur aux femmes. Tout le monde n'est pas polytechnicien quand on est scientifique. Et du coup, on hésite à faire une séance des calendriers avec des photos de femmes, avec des petits objets, si elles sont matheuses, physiciennes ou autres. Et donc, on intervient dans les lycées pour faire de la pub pour la science auprès des femmes. Eh ben, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Patrick de m'avoir écouté. Merci d'avoir mis en avant cette femme. Ça fait du bien.